Maintenant, voudrais passer la parole à Chloé Morel, que j'ai présenté tout à l'heure, Oui. que je représente pas nouveau. Merci. L'ONU se trouve à un tournant puisque, comme l'ont dit mes collègues, en janvier 2017, il y aura un nouveau secrétaire général, le portugais. Plus fort, d'accord. Donc en janvier 2017, c'est le portugais António Guterres, un nouveau secrétaire général qui va prendre la direction de l'ONU. Alors António Guterres aura pour défi de rendre l'ONU plus efficace et plus démocratique. Plus efficace car il faut donner plus de pouvoir d'application, application pratique à toutes ces décisions, aux résolutions, aux conventions, aux recommandations, qui sont toutes de beaux textes mais qui souvent restent lettres mortes malheureusement. Et plus démocratique car il faut rendre plus transparent le recrutement. Il faut mettre fin aussi à l'injustice du veto, qui est un privilège que possèdent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. En fait, ce veto bloque trop souvent l'ONU. Il la paralyse, comme actuellement avec la crise en Syrie, où la Russie a, en 2016, à plusieurs reprises, opposé son veto à des résolutions, notamment à la projet de résolution française proposant de faire cesser les frappes sur Alep. C'était pour résoudre ce problème que Kofi Annan, dès 2006, soutenu par la France, avait proposé que le droit de veto soit suspendu lorsque l'ONU traite d'enjeux où il y a des crimes de masse qui sont en cours. Cette idée n'a pas réussi à s'imposer alors, mais elle fait son chemin dans les esprits à présent. Sur le plan du maintien de la paix, on pourrait, comme a dit Niels Anderson, essayer de faire en sorte que le système de sécurité collective qui avait été pensé par les pères fondateurs de l'ONU en 1945 et qui est exprimé dans le chapitre 7 de la charte de l'ONU, à savoir que l'ONU puisse déployer de véritables forces militaires en cas de menace contre la paix et pas seulement des casques bleus qui sont dépourvus du droit d'intervenir vraiment militairement dans les affrontements, que ce mécanisme voit enfin le jour. L'ONU possède, comme l'a rappelé Niels Anderson, mais on le sait peu, un véritable comité d'état-major composé de militaires qui se réunit toutes les 2 semaines. Mais ce comité d'état-major est entré en sommeil depuis fort longtemps, depuis en fait tout juste après la création de l'ONU, dès 1947, avec la guerre froide, il est entré en sommeil. Et ce serait une bonne idée de le réactiver et de donner ainsi une vraie force militaire à l'ONU. Il faudrait aussi, comme je disais tout à l'heure, donner plus de pouvoir d'application aux grands textes de l'ONU. Ainsi, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Convention de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur le travail forcé, sur l'abolition du travail forcé, un grand texte qui date de 1957, ont été et sont régulièrement bafoués. Mais rien ne se passe. Autre exemple, plusieurs sites classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ont été détruits, comme le site antique de Palmyre en 2015 en Syrie, alors qu'ils étaient censés être protégés, donc inattaquables. Il faudrait donc que les États ou les personnes qui enfreignent les règles et valeurs de l'ONU puissent être sanctionnés. Il est souhaitable également de faire davantage connaître l'ONU et ses agences, faire en sorte qu'on en parle davantage dans les médias, l'éducation, la vie politique et culturelle. António Guterres aura donc la lourde tâche de tenter de combler ces lacunes et tenter de rendre l'ONU plus proche de l'opinion publique mondiale pour que cette institution puisse vraiment jouer son rôle de paix, de progrès social et de démocratie dans le monde. Et en fait, l'ONU au XXIe siècle a un rôle majeur à jouer. Loin d'être un organe obsolète, devenu caduc, en réalité, l'ONU a un rôle plus que jamais important à jouer au XXIe siècle parce qu'avec la mondialisation, beaucoup des problèmes sont devenus transnationaux. Ils transcendent les frontières étatiques. Le problème des conflits, car aujourd'hui, on voit bien le conflit en Syrie ne se limite pas à la Syrie, il a des répercussions sur les autres pays. Pensons aux attentats en Europe, mais aussi le problème des inégalités dans le monde qui s'accroissent de plus en plus, ou encore le problème de la finance qu'il faudrait réglementer et l'ONU pourrait s'y atteler, le problème de l'évasion fiscale qu'il faudrait interdire et que l'ONU pourrait y veiller, ou les problèmes de mafia, problèmes de l'environnement, etc. Tous ces problèmes sont transnationaux. Donc, loin de perdre confiance en l'ONU à cause de ses défauts,
et de sa fréquente inefficacité, il me semble qu'il faut soutenir l'ONU et l'aider à s'améliorer, car c'est l'organisation internationale la plus démocratique. En effet, avec son Assemblée générale, où quasiment chaque État du monde est représenté, on a 193 États membres, elle est l'instance la plus universelle, bien plus que l'OCDE par exemple, qui ne rassemble que 35 pays parmi les plus riches du monde, ou que le G7, G8, G20, qui ne sont que des clubs de pays riches. L'ONU, avec son système un État égale une voix à l'Assemblée générale, est également plus démocratique que des organisations comme le FMI, qui a un système de vote pondéré, c'est-à-dire où ce sont les pays les plus riches qui disposent de davantage de voix. Dans le domaine du maintien de la paix en particulier, l'ONU, organisation donc universelle, est plus légitime que l'OTAN, organisation dominée jusqu'à présent du moins par les États-Unis. Et l'OTAN, pourtant, tend de plus en plus à se présenter comme l'agence la plus à même de régler les conflits dans le monde, depuis les années 90 et l'intervention de l'OTAN en ex-Yougoslavie. L'ONU, qui est donc marginalisée sur ce plan-là, doit se réaffirmer face à l'OTAN et face à certaines grandes puissances qui décident d'agir seules en intervenant unilatéralement dans les grands conflits mondiaux, comme l'ont fait les États-Unis depuis 2003 en Irak, ou comme tend à le faire la Russie, par exemple, aujourd'hui. La création de l'ONU en 1945, c'était la victoire de l'esprit pacifiste, l'affirmation du multilatéralisme, une belle idée progressiste. Il faut donc maintenir cet idéal multilatéraliste face aux velléités d'unilatéralisme de grandes puissances. Donc il faut garder l'optimisme et l'espoir en l'ONU et cette institution est réformable et elle peut être améliorée. Avec l'histoire de l'ONU, toute l'histoire de l'ONU, on voit que chacun de ces grands dirigeants et les grandes figures qui y sont intervenues ont toutes posé une pierre pour faire avancer l'ONU sur la voie du progrès social mondial. Par exemple, le Suédois Dag Hammarskjöld, qui a dirigé l'ONU de 1953 à 1951, a été important. De même, l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, de 1992 à 1996, ou le Ghanéen Kofi Annan, de 1997 à 2006. Ces trois personnes restent parmi les secrétaires généraux les plus marquants et influents. Grâce au travail des pères fondateurs de l'ONU et de ses dirigeants successifs, grâce aux luttes de tous ceux qui ont envoyé des pétitions à l'ONU, qui y sont intervenus, qui se sont exprimés à la tribune de l'Assemblée générale, l'organisation mondiale a traversé les bouleversements politiques et économiques mondiaux et elle demeure, dans le monde post-guerre froide et post-11 septembre 2001, l'instance qui me paraît la plus adéquate pour réguler les relations internationales. Donc, elle a beaucoup à faire pour réguler, comme je disais tout à l'heure, les questions de climat, d'environnement, etc. Mais pour parvenir à faire fonctionner l'ONU efficacement, il faut, comme je disais tout à l'heure, l'améliorer. Par exemple, continuer à rendre le processus de sélection du secrétaire général plus démocratique, en faire peut-être une véritable élection à laquelle prendraient part véritablement les représentants de tous les pays membres à l'Assemblée générale. Et cela aurait aussi le mérite de faire que les citoyens du monde se sentent encore plus concernés par cette élection. Il faudrait aussi continuer à féminiser les Nations unies. Jusqu'à présent, tous les secrétaires généraux ont été des hommes et malgré le souhait de plusieurs pays en 2016 pour que le successeur de Ban Ki-moon soit une femme, c'est à nouveau un homme qui a été choisi. De même, au poste à responsabilité du secrétariat de l'ONU et des agences spécialisées, ce sont souvent des hommes, même s'il y a quelques femmes à signaler, comme Irina Bokova à la tête de l'UNESCO. En 2010, les Nations Unies ont créé l'ONU Femmes, une entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, qui vise à promouvoir la parité et l'autonomisation des femmes partout dans le monde. Donc il faut donc continuer dans ce sens. Par ailleurs, pourquoi pas envisager, pour encore plus de démocratie dans le fonctionnement de l'ONU, un système de pondération des voix à l'Assemblée générale en fonction de la population des pays. En effet, actuellement, des tout petits pays comme le Vanuatu, par exemple, qui compte seulement quelques dizaines de milliers d'habitants, pèsent autant en termes de voix à l'Assemblée générale que la Chine, qui a 1,3 milliard d'habitants, donc qui est 400 fois plus peuplée.
Et pour rendre plus juste le fonctionnement du Conseil de sécurité, on pourrait rendre plus équitable le système de roulement des États membres et peut-être supprimer le veto, au moins dans les cas où le Conseil de sécurité traite de ces situations où des crimes de masse sont en cours, comme l'avait proposé Kofi Annan. Il pourrait être aussi apparaître juste de placer les institutions financières internationales, Banque mondiale, FMI et peut-être OMC, sous la direction effective de l'ONU. En effet, elles font théoriquement partie du système de l'ONU, mais en réalité, en pratique, elles sont autonomes. Voilà, donc ainsi, si cela a été fait, l'ONU pourrait agir de manière encore plus efficace pour réduire les inégalités dans le monde. Par exemple, en interdisant l'évasion fiscale, en contrôlant la finance. Et il faudrait aussi donner plus de pouvoir de sanction à l'ONU. Actuellement, l'ONU a le droit d'opérer des sanctions seulement dans les cas où il y a menace contre la paix. Voilà, menace contre la paix, c'est le chapitre 7 de la charte. Ce recours aux sanctions, il permet au Conseil de sécurité donc d'imposer des mesures coercitives. Ça a été fait dans l'histoire de l'ONU à partir de 1966 contre la Rhodésie du Sud, puis contre l'Afrique du Sud en 1970 sur les questions de l'apartheid, donc au moyen d'embargo en particulier. Aujourd'hui, l'ONU exerce une douzaine de régimes de sanctions, par exemple contre Al-Qaïda ou contre la Corée du Nord ou encore contre l'Érythrée ou les talibans. Mais il me semble qu'il serait intéressant que l'ONU et ses agences aient un pouvoir de sanction plus étendu, pas seulement contre des États, mais peut-être aussi contre des entreprises. Par exemple, beaucoup d'entreprises multinationales enfreignent les conventions de l'OIT sur les conditions de travail, le respect des droits des travailleurs, etc., sans qu'elles soient sanctionnées. C'est ce qui fait que les textes des Nations Unies restent souvent lettres mortes. Donc une réelle force contraignante permettrait de mieux faire respecter les grands principes sur lesquels les peuples se sont démocratiquement accordés. Donc face aux entreprises multinationales qui sont de plus en plus puissantes et dont certaines sont aujourd'hui même plus riches que des États, l'ONU pourrait exercer un pouvoir de contrôle plutôt qu'au contraire les associer plus étroitement aux décisions de l'ONU et en faire des bailleurs de fonds de l'ONU, comme l'a fait Kofi Annan depuis les années 90. Sur le domaine militaire, dont je parlais tout à l'heure, il y a eu des pas en avant avec l'agenda pour la paix qui a été publié par Boutros Boutros-Ghali en 1992, où il proposait que l'ONU puisse décider d'entreprendre des actions véritablement militaires en cas de besoin, grâce à des forces armées permanentes mises à disposition par les États membres. Et le rapport Brahimi en 2000, qui a été commandé par Kofi Annan, a suggéré lui aussi la création d'unités d'intervention permanentes, premier pas vers la mise en place d'une force militaire onusienne permanente. Donc cela apparaît comme des pistes intéressantes. Par ailleurs, certains domaines apparaissent aujourd'hui en pointe et l'ONU essaye de s'y atteler. C'est le cas des questions environnementales et climatiques avec la tenue de la COP21 l'année dernière à Paris. Et pour rendre encore plus efficaces les Nations Unies dans ces domaines environnementaux, il pourrait être utile de transformer, comme l'a proposé notamment la France, le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, qui a été créé déjà en 1972, mais qui n'est pas toujours assez efficace, le transformer en une véritable agence des Nations Unies pour l'environnement. On a des agences des Nations Unies dans différents domaines, il y en a environ 16. Donc pourquoi pas une véritable agence des Nations Unies pour l'environnement. Voilà les quelques idées. Et aussi pour financer tout cela, parce qu'il y a aussi la question du financement qui est importante et l'ONU souffre d'un sous-financement chronique. Eh bien, on pourrait peut-être imaginer une taxe sur les transactions financières ou sur les billets d'avion, par exemple. Donc, il y a plusieurs moyens d'obtenir des financements publics. Et il me paraît important que ce soit des financements publics et pas trop de financements privés, comme c'est le cas actuellement. Comme l'ONU et ses agences manquent de financement, elles tendent à faire appel à des dons d'entreprises privées. Mais ça met en danger son indépendance, en fait, si elle est beaucoup financée par le privé. Donc voilà, en fait, avec toutes ces pistes, il me semble que promouvoir l'ONU, la rendre plus proche des citoyens du monde et faire que ces citoyens se sentent moins éloignés de cette grande organisation, qu'elle apparaisse moins désincarnée et plus humaine, tout cela est donc une tâche centrale. Je vous remercie.
Je crois qu'on peut remercier donc Chloé Morel de ce plaidoyer pour légitimer cette instance universelle qui doit faire face à la montée des problèmes transnationaux.